Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Triathlon au quotidien, le podcast qui vous emmène dans ma vie de triathlète ordinaire en quête de performance. Entraînement, organisation, nutrition, matériel et bien d'autres choses encore, découvrez chaque semaine mes réflexions autour du quotidien du triathlète. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode hors série de Triathlon au quotidien, épisode qui signe le retour du podcast après 2 mois d'absence. Je suis très content de vous retrouver, de publier cet épisode, et puisqu'on est en pleine période de Noël et de fêtes, je vous propose aujourd'hui une petite gourmandise. Je vais vous présenter l'Ironman France-Nice 2023, l'Ironman auquel j'ai participé le 25 juin dernier, et je vais tout simplement vous présenter et vous raconter ma course de l'intérieur, comment je l'ai vécu. Les débriefs de course, d'une manière générale, c'est des contenus que j'aime bien consommer sur Internet. Je trouve qu'on apprend toujours beaucoup du ressenti et du récit des autres athlètes, quel que soit leur niveau. Et donc j'espère que ce débrief vous permettra de partager un petit peu ce que j'ai vécu. Et puis pour ceux qui auront la chance de se frotter à l'Ironman France, à cet Ironman mythique à Nice en juin 2024, et j'espère que ça vous apportera quelques tips et ça vous permettra d'éviter quelques erreurs que j'ai pu ou pas connaître, on va le voir. Donc, vous le voyez pas, mais j'ai enfilé mon t-shirt de finisher de l'Ironman France-Nice pour être dans l'ambiance. Et donc, on commence et on retourne un petit peu avant, quelques jours avant la course, 2 jours exactement pour être exact, le 23 juin dernier, donc c'était le vendredi, où j'ai réalisé mon voyage depuis Paris jusqu'à Nice. Alors, je parle de voyage, mais on pourrait parler d'expédition. C'est pas parce que Nice est en France que il faut croire que c'est proche. Finalement, depuis Paris, ça a été quand même un très très long voyage avec de la circulation et donc tout bien réfléchi pour mes collègues parisiens d'Île-de-France ou même du nord de la France. Je pense que l'option avion ou train aurait dû être envisagé pour s'éviter de longues heures de voiture. Donc voilà, un départ tôt le matin et une arrivée en fin d'après-midi. On s'est un petit peu garé n'importe comment autour de la promenade des Anglais pour que je puisse aller récupérer mon dossard. J'aime bien récupérer mon dossard l'avant-veille de la course pour éviter la cohue de la veille, de devoir un peu trop piétiner, de faire la queue. Donc voilà, ça me tenait à cœur de le récupérer le vendredi, donc je crois que je l'ai récupéré 10 minutes avant que ça ferme, parce on avait eu des bouchons et on avait un petit peu traîné sur la route. Donc voilà. Mais le dossard est récupéré, on monte dans la voiture, on va récupérer un Airbnb. J'avais pris un Airbnb qui était à 2-3 km de la promenade des Anglais. C'était un choix d'être relativement proche de la course pour s'éviter, notamment le jour J, de devoir circuler en voiture, sachant qu'il y a une bonne partie de Nice qui est coupée le jour de la course, évidemment, pour la sécurité du parcours vélo. Donc là, je retrouve des amis, puisque on a profité de ce week-end pour se faire un petit week-end entre amis. Donc on était 8 et je les remercie parce qu'ils nous ont bien aidés. Ils m'ont bien aidé puisqu'ils avaient pu faire les courses auparavant et ils se sont occupés de beaucoup de choses pendant ce week-end-là. Donc je profite pour les remercier chaleureusement. Donc voilà, arrivé à l'Airbnb, on sort les bagages, on remonte le vélo, etc., etc. Je suis allé faire un petit run ce soir-là pour aller notamment repérer le chemin entre le Airbnb et la promenade des Anglais. Donc je crois que c'était un petit run de 5 à 6 km. J'ai fait un aller-retour, rien de bien méchant, mais ça permettait aussi de se dégourdir les jambes après la route. Il faisait déjà chaud, donc c'était aussi l'objectif de commencer à appréhender la chaleur, voir comment je me situais, vérifier voilà, que les lacets des chaussures étaient bien serrés, enfin des petits détails, mais qu'il est bon de vérifier une fois qu'on a sorti toutes les affaires de la valise et qu'on s'est installé. Donc voilà, vendredi, focus sur l'arrivée, RAS, on commence à manger pas mal de glucides, à bien s'hydrater puisqu'il fait chaud à Nice et on va revenir sur cette chaleur et une première nuit qui se passe plutôt bien.
On passe au samedi. Samedi matin, c'était le briefing athlète qui avait lieu sur la promenade des Anglais. Donc je m'y suis rendu avec ma conjointe et mes amis. Bon, dans ce briefing, il n'y a rien de plus que dans le guide athlète que vous pouvez consulter sur Internet. Il n'y a rien de très très nouveau qui est dit. Et puis je crois que cette année, il répondait pas aux questions. S'il y avait des questions particulières, il fallait un desk ailleurs. Donc vraiment rien de sorcier dans ce briefing. Mais je trouve que c'est toujours intéressant de prendre un peu la température. On se retrouve au milieu de tous les athlètes. C'est une petite ambiance sympa. On commence à entendre les mots Ironman, on commence à entendre les mots, voilà. Donc ça reste, je trouve sympa de le faire. Bon, c'était à 11 heures en plein cagnard, donc ça aussi permet commencer à s'habituer à la chaleur. Donc bon, prendre une bouteille d'eau, bien s'hydrater tout au long du briefing, c'est important pendant cette partie-là. Euh, Ensuite, bon, l'après-midi, ça a été la partie remise du vélo et dépose du vélo. Alors, pour moi, c'était la première fois que je déposais mon vélo et mes sacs de transition la veille. Ça m'a un petit peu perturbé parce que il faut penser à tout la veille, alors que moi, j'avais plutôt l'habitude de faire ça le matin. Il faut préparer les sacs de transition, faut préparer les sacs de transition en avance, etc., etc. Donc, j'étais un peu perdu. Bon, ça s'est bien passé quand même. J'étais pas à mon premier triathlon, donc j'ai juste bien posé mes idées, regardé ma checklist pour pouvoir le faire. Et le point que j'ai pas indiqué, donc je suis allé à la remise du vélo en vélo, ce qui permettait de retester un petit peu rapidement le montage, le serrage des freins, le passage des vitesses, etc., etc. Bon, tout allait bien, il n'y a pas spécialement de raison que ça se passe mal, mais c'est toujours bien de rouler quelques kilomètres au moins pour pouvoir checker qu'il n'y a pas un frein qui est trop serré, une roue qui touche ou je ne sais trop quoi qui pourrait handicaper la course vélo et puis dont on se rendrait compte surtout pendant la course, ce qui serait évidemment dommageable. J'aurais bien aimé faire une partie vélo un petit peu plus longue, faire 20-30 km, ça aurait été probablement idéal. J'ai été un peu pris par le temps du fait de cette remise du vélo la veille, et puis bon, ne connaissant pas très bien la région, la promenade des Anglais, ça reste quand même un endroit qui est relativement fréquenté. Donc voilà, j'ai fait un petit tour sur la promenade très rapide, mais voilà, je pense que si j'ai fait 7 km ou 6 km, c'était le bout du monde. Donc idéalement, si je devais donner un conseil, c'est peut-être d'aller faire un petit peu plus, repérer le début du parcours éventuellement, pour vraiment tester que tout va bien, et y compris tester que tout va bien dans les montées, puisque quand on se met à forcer dans les montées, des fois, c'est là où se révèlent les problèmes, pas forcément sur le plat quand on est à 120 watts, à jongler entre les voitures et les feux rouges. Donc voilà, petite parenthèse, test vélo refermé. Spoiler, j'ai pas eu de problème pendant la course, donc j'ai pas à regretter de pas avoir fait un test plus long, mais pour la tranquillité d'esprit, je pense que c'est important pour tous. Donc voilà, je dépose le vélo, les sacs de transition, il fait déjà chaud, mais ça va. Je dirais que à ce moment-là, je me dis que ça devrait aller. Voilà, je rentre de la promenade des Anglais en courant. Bon, intérêt physiologique de faire 3 km la veille de la course, zéro. Intérêt mental, zéro aussi, parce que moi, la veille des courses, je me sens toujours un peu bloqué. Je pense que c'est un peu psychologique dans la tête. J'ai toujours l'impression que ça va pas ou quoi. Bon. Du coup, c'était simplement plus rapide de rentrer en courant qu'à pied à l'Airbnb. J'avais hâte de me poser, de me reposer pour le lendemain et d'en découdre. Donc voilà, retour en course à pied très tranquille. Que voilà, très tranquille, c'est, je pense, le moins important. Évidemment, c'est pas le moment de se mettre dans le rouge, même si quelques accélérations pour essayer de se rassurer et qui rassurent pas du tout peuvent potentiellement faire du bien. Bon, on va attaquer parce que je suis déjà à 10 minutes de podcast quasiment, on n'a même pas commencé la course. Donc le matin du 25 juin dernier, réveil matinal, le départ était à 7h30, donc je me réveille aux alentours de 4h, 4h15. Moi j'aime bien prendre mon petit déjeuner 3 heures avant la course et puis avoir le temps de me poser
un petit peu dans le silence, de remobiliser l'esprit. Donc voilà, réveil 4h, 4h15, je prends mon petit déjeuner euh, aux alentours de 4h30, entre 4h30 et 5h. Je me pose un petit peu et puis je pars de l'Airbnb vers 5h30 à peu près. Donc j'y suis allé en marchant, tranquillement. Ça m'a pris une demi-heure. Je pense que c'était pas trop mal. Pour le coup, je doutais un peu. Je savais pas s'il fallait que je fasse un petit footing en me disant que ça me servirait d'échauffement, mais bon, avec la pompe à vélo à la main, le footing, c'était pas pratique. Donc finalement, marche un peu rapide, a été choisie, c'était pas trop mal. Donc j'arrive à l'ère de transition, euh, je rentre dans l'ère. Petite anecdote au passage, au moment où j'arrive à l'entrée de l'ère de transition, faut savoir que ce jour-là, il y avait les deux courses qui avaient lieu en même temps, donc l'Ironman Full et le 70.3. Et au moment où j'arrive à l'ère de transition, il y a deux mecs qui se pointent à l'entrée de l'ère de transition, et puis le, le, le videur, voilà. La personne qui contrôle les entrées les voit, et en fait, c'était des personnes qui préparaient le 70.3 et qui voulaient rentrer, donc la personne d'Ironman leur explique gentiment que l'entrée, elle est complètement de l'autre côté du parc à vélo pour le 70.3. Et en fait, ils se rendent aussi compte à ce moment-là que le 70.3 était en train de partir. Il partait à peu près une heure avant nous, je pense. Et en fait, ces deux personnes-là, je pense, n'ont pas pu faire la course puisque le parc à vélo 70.3 devait être fermé puisqu'on était, parce que le départ était imminent, hein, pour les 70.3. Donc voilà, vraiment, conseil, vraiment ne rien laisser au hasard. Ça peut paraître bête, mais checker et rechecker les horaires d'ouverture et de fermeture des parcs à vélo, les horaires de départ, où est-ce qu'on rentre, où est-ce qu'on sort. Enfin, voilà, c'est une logistique qui est très très importante à avoir. C'est des courses qui sont importantes. Souvent, on en fait un objectif de l'année. Donc, il faut vraiment rien laisser au hasard. Donc, voilà, parenthèse terminée. Bon, moi le matin, il n'y a plus grand chose à faire, hein, puisque de toute façon, on a déposé tous les sacs de transition euh, la veille et que normalement, on n'a pas le droit d'y retoucher. J'ai vu quelques personnes qui ont pu redéposer des choses qu'ils avaient oubliées, mais normalement, on n'a pas le droit d'y toucher le matin même. Donc finalement, j'arrive à mon vélo, je remets la batterie du DI2, je gonfle les pneus. Ah oui, je remarque en gonflant mon pneu avant que j'ai une petite entaille qui n'existait pas. Alors la veille, je sais pas, mais peut-être, mais l'avant-veille en tout cas, elle n'existait pas. Une petite entaille dans mon boyau. Je commence à me dire que ça commence bien, qu'il ne va pas falloir trop y penser à cette entaille. Bon, je gonfle mes pneus, je vérifie qu'il n'y a pas de problème au niveau des freins. Et puis après, je me mets un petit peu dans ma bulle de concentration. Je prends quelques photos, j'envoie des textos, j'essaie de relire les messages de soutien de mes proches, ça fait toujours du bien pour se mettre un petit peu dans la bulle. Quelques musiques un peu motivantes dans les oreilles. Puis il est temps de laisser le portable, les écouteurs dans le sac d'affaires civiles et d'enfiler la combi. Je l'ai enfilé très très tôt. En fait, j'ai vu à un moment un flot de personnes se diriger vers la plage. Oui, pourtant, il était encore relativement tôt. Je me suis dit, voilà, faut que je me dépêche, faut que je me dépêche. J'ai enfilé la combi. En fait, je me suis rendu compte qu'il fallait qu'on évacue le parc à vélo, mais qu'après, il y avait encore un espace où justement on remettait notre sac d'affaires civiles, où où on avait le temps finalement de mettre de mettre notre combinaison en néoprène. Enfin, bref, on avait le temps en dehors du parc à vélo, on n'allait pas tout de suite sur la plage, il y a un espace tampon entre les deux. Et effectivement, le parc à vélo fermait à 7h, il fallait qu'on puisse en sortir. Donc, bon, j'arrive dans cet espace, ma combi elle est déjà mise, donc là c'est plutôt une attente qui, je commence à attendre un petit peu et à prendre mon mal en patience, parce que bon, une fois qu'on a tout installé, qu'on a la combinaison, on a envie d'aller en découdre. Donc je continue à bien m'hydrater. J'avais une boisson d'attente que je bois tout au long de la partie préparatoire, on va dire, pour m'alimenter en glucides et pouvoir encaisser la natation. Et enfin, vers 7h15, je pense que on commence à lâcher les fauves vers
vers la plage. Donc il y a des douches sur la plage, ce qui permet de commencer à se mouiller, enfin à se mouiller la tête, mouiller l'intérieur de la combinaison. Donc ça c'est plutôt agréable. Donc voilà, je me positionne dans mon sas. J'avais choisi le sas 1h10 puisque c'est le temps que j'avais fait à Deauville et que je pensais ni avoir régressé ni avoir progressé. Euh, voilà. L'eau est à 23,9, 24 degrés, d'où l'utilisation de la combinaison. Je reviendrai dessus. Et puis voilà, à 7h30, je crois que les élites partent. Et puis à 7h40, il y a le rolling start qui démarre pour les groupes d'âge. Donc on partait, je sais plus, à 5 ou 6 à la fois pour, on va dire, deux boucles sans sortie de l'eau. En gros, on partait une fois vers le large et on revenait. Et puis on repartait une nouvelle fois vers le large. Ça fait deux espèces de triangles sans sortie de l'eau, hein, bien sûr. Euh, et donc un parcours assez facile, hein, c'est tout droit, deux bouées, retour vers la côte, et puis après on repart un coup vers l'âge et on revient. Il n'y a pas trop de baston, puisque comme c'est un rolling start et tout le monde respecte bien son sas, il n'y a personne qui est vraiment en survitesse ou en sous-vitesse par rapport à nous. Donc voilà, il s'agit de suivre le flow. J'arrive assez rapidement à poser ma nage. Je pense que j'ai été très conservateur sur cette nage. J'y suis vraiment allé en mode endurance, tranquille, parce que bah, la distance, elle fait toujours peur. J'avais pas un entraînement non plus démesuré en natation. J'avais pas été très assidu dans ma prépa sur cette partie-là. Donc je m'attendais, voilà, j'essayais de conserver des forces et j'essayais surtout de me dire, bon, l'important de cette partie nage, c'est de la finir. Donc, bon, voilà, j'ai été conservateur. Euh, je pense que j'aurais pu forcer un petit peu plus, que ça aurait pas fait de mal. Surtout quand en eau libre, j'ai tendance à nager en deux temps. Euh, donc deux temps, c'est bien parce qu'on a un meilleur accès à l'oxygène, ça nous permet de forcer, mais on est en général moins efficace au niveau de notre technique. Euh, donc autant dire que quand on nage en deux temps et qu'on force pas, bon, bah, le résultat à la fin est pas optimal. Voilà, moi j'ai trouvé ça assez long. J'ai trouvé assez long la natation. Dans ma tête, quand je me souvenais de la natation à Deauville, ça m'avait paru beaucoup plus court ou moins monotone. Je sais pas si c'est lequel des termes est bon. J'ai trouvé ça assez long à Nice. À partir de la moitié du parcours aussi, on a du sel plein la bouche. Donc ça, par contre, c'est très désagréable. Donc voilà, faut serrer les dents jusqu'à l'arrivée. Finalement, je sors en 1h09 et 40 secondes. Donc 1 minute 50 au 100 mètres. Voilà, c'est pas foufou, comme je disais. Je pense que j'ai pas vraiment optimisé ma nage et j'ai pas été investi dans ma nage. Mais bon, l'important c'était de sortir et puis de pas être trop émoussé. Et ça pour le coup, ça pour le coup, c'était le cas. Donc on enchaîne sur la transition numéro 1 qui est relativement longue parce qu'il faut du coup traverser tout le parc à vélo des 73 avant d'arriver là où on peut se changer et au parc à vélo du full. Bon bah là sur le chemin j'enlève ma combi, j'enlève mon bonnet, j'enlève mes lunettes. Voilà, j'essaye de me sociabiliser puisque il y avait comme la transition était longue, j'essaye de me sociabiliser. Je fais une petite blague à un collègue qui courait à côté en lui disant, je sais plus ce que je lui dis, que c'était très long, que c'était très long en tout cas au niveau de la transition. Bon, je me suis fait absolument snobber, donc bon, je dirais que la prochaine fois, je resterai dans ma course, mais bon, là, à ce moment-là, j'avais encore le sourire, donc j'avais envie de blaguer. Vraisemblablement, cette personne, elle, n'avait pas envie. Donc voilà, donc je la dépasse, je continue à courir, j'arrive. Il s'agit de mettre la combi dans le sac de transition, voilà, de mettre le casque, de mettre des chaussettes. Je mets des chaussettes à vélo. J'avais pas mis mes chaussures sur mon vélo par manque de pratique. Donc je mets mes chaussures, je mets mon casque, mes lunettes, mon porte-dossard, etc., etc. J'avais pas besoin de m'occuper de ma nutrition parce que tous mes gels étaient dans une petite box que j'ai sur le cadre du vélo et les boissons étaient
était déjà sur le vélo évidemment. La stratégie nutritionnelle pour laquelle j'avais opté sur cette course, c'était à peu près 60 grammes de glucides par heure, tout sous forme de gel et de l'eau plate. J'ai de l'eau plate avec des électrolytes dedans, mais j'avais pas de glucides dans mes bidons, sachant qu'il allait faire chaud. Je sais d'expérience que j'ai du mal à supporter la boisson énergétique quand il fait chaud et j'aime bien pouvoir voilà, boire un peu quand je veux de l'eau et me rafraîchir lorsqu'il fait chaud. Et donc j'avais plutôt choisi de prendre que de l'eau plate et de prendre tous mes gels enfin tous mes glucides pardon, sous format de gel. Donc voilà, je récupère mon vélo, je sors déjà un bidon pour commencer à m'asperger, j'essaie d'enlever un petit peu le sel que j'ai sur le visage et sur le cou pour éviter les brûlures. J'en profite aussi pour me rincer la bouche, vraiment pour essayer d'enlever tout ce sel là qu'on avait accumulé pendant 1h10. Donc finalement, j'ai bien entamé mon premier bidon assez rapidement. Heureusement, sur Ironman, il y a aucun souci, il y a assez de stations de ravitaillement pour ne pas se soucier trop de ça. Donc j'enfourche mon vélo et je pars sur la promenade des Anglais. Les 10 premiers kilomètres sont relativement plats. J'essaie de me mettre en position aéro, mais bon, à ce moment-là, il y a quand même du trafic. Voilà, on tourne un peu à gauche, à droite. Il y a des plots, donc faut quand même faire attention. Je remarque tout de suite quelque chose, c'est que j'ai très chaud. J'ai très chaud et pourtant il est 8h45 max, on n'est pas encore en plein soleil. Et je me demande si du coup la combinaison n'était pas trop. Comme j'ai dit, donc l'eau était à 24 degrés et j'étais tout de suite très en surchauffe sur le vélo, malgré le fait que je roulais à 35 km/h et j'avais quand même de l'air qui m'arrivait dessus. Il me semble avoir vu sur YouTube quelqu'un qui témoignait qu'il avait eu un coup de chaud au bout de 15 ou 20 km, je crois même qu'il avait dû abandonner. Donc voilà, je me pose la question si s'il n'aurait pas été intéressant finalement de ne pas mettre la combi pour cette natation, pour éviter cette surchauffe, parce que c'est quelque chose dont on ne se rend pas trop compte dans l'eau. Mais là, c'est vrai que ça m'est arrivé assez vite, donc j'ai tout de suite pris le réflexe de bien m'hydrater, de bien m'asperger, d'essayer vraiment de faire redescendre la température du corps, parce que quand au bout de 10 km sur 180 à 8h30 du matin, on a déjà l'impression d'être en surchauffe, ça n'augure rien de bon pour la suite. Donc voilà, finalement, j'avais bien fait de prendre 2 bidons d'eau plate, ou on va dire quasi plate, avec les électrolytes, parce que finalement, je les utilise très 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 rapidement, soit pour m'asperger, soit pour m'hydrater. Alors on arrive ensuite assez rapidement, là, au bout de 10-15 bords, sur la première difficulté. En fait, il s'agit de partir sur les hauteurs de Nice. Alors sur le profil de la course, ça paraissait pas très très compliqué, mais en fait c'est une bosse qui est en escalier. Qu'en fait, quand on regarde le profil de la course, je sais plus combien on voit quelques kilomètres en gros à 3 ou 4%, donc rien de bien méchant. En fait, on est plutôt sur des portions à 7-8, puis des replats, voire des petites descentes, et voilà, ça monte un petit peu en escalier. C'est assez casse-pattes et je m'attendais pas du tout à avoir ce type de profil aussitôt dans la course. Et donc bon, c'est un peu difficile de jauger mon effort, de savoir un petit peu comment je dois me positionner. Donc je reste voilà un petit peu en deçà. Voilà, je reste encore un peu conservateur. Parce que je veux pas me mettre à bloc tout de suite, surtout avec cette sensation de chaleur. Les sensations sont un peu bof. Donc voilà, j'essaie de me raisonner. J'essaie évidemment de relancer sur les plats et les descentes, mais qui sont très courtes. Donc finalement, je pense que je perds déjà un peu de temps par rapport à l'objectif que je m'étais fixé à ce moment-là. Ensuite, on arrive dans une première descente. Voilà, ça permet de poser un petit peu le cerveau, de se reposer. Je crois qu'elle est à l'ombre, ça fait du bien. Il y a les ravitaillements qui sont dans le coin où on peut on peut recharger, où je peux recharger en eau. Puis on attaque le col de l'Aicre. Donc le col de l'Aicre, c'est le gros morceau hein,
de l'Ironman de Nice, de la partie vélo. C'est une vingtaine de kilomètres à 5-6%. Le début se gère plutôt bien. Le début est à l'ombre. Ça c'est bien pour faire baisser la température. Donc voilà, je gère plutôt bien. Je commence à récupérer des sensations. Je monte un peu les watts. Je crois qu'en puissance normalisée sur les 20 km, je vais être autour de 250. Alors c'est probablement trop, rétrospectivement parlant, puisque c'est un pourcentage, voilà, on n'est pas, je suis pas FTP à 250, je crois que ma FTP était à 270 ou 280 au moment de la course, donc on va dire que je m'engage quand même et j'engage de l'énergie dans cette montée, mais avec l'ambition de récupérer du temps par rapport à ce début de course que j'ai fait plutôt conservateur et à ce dénivelé que j'avais pas anticipé dans cette première partie. Voilà, donc je monte les watts et globalement les 20 km passent assez bien. J'ai pas trouvé ça si long que ça. Ça prend un peu moins d'une heure à monter, au niveau de la moyenne, entre 20 et 25. Hein, évidemment, il y a tous les niveaux, hein, mais c'est un peu moins d'une heure d'effort. Puis on arrive sur un plateau, et c'est sur ce plateau où je pense qu'il y a une grosse partie de la course qui se joue. Parce que ça doit être une quarantaine de kilomètres, il faut vraiment à ce moment-là être capable de relancer. On finit notre effort du col de l'Ecre et là il faut relancer. Et là par contre j'ai un petit peu tapé la tête. Il y avait un petit peu de vent. C'est un plateau, mais c'est évidemment pas complètement plat. On continue quand même sur les 40 km à gagner du dénivelé. Donc vraiment, j'arrive pas à envoyer ce qu'il faut en termes de watts. Je suis en dessous de la cible. J'aurais dû normalement être à 220, 230 watts, on va dire dans ce que j'avais projeté sur cette partie-là. Finalement, j'arrive à envoyer un pauvre 190, 200 watts, ce qui fait un 30 km/h et c'est pas assez. En tout cas par rapport aux objectifs que je m'étais fixés pour vraiment rattraper du temps dans cette partie. Donc voilà, je tape un peu la tête à ce moment-là. Et c'est un petit peu dur, psychologiquement parce que je m'attendais vraiment à ce que sur ce plateau ça déroule quoi. Et donc voilà, 40 km un peu mitigé après ce col de l'Ecre, pourtant bien absorbé. On arrive à la deuxième grande descente. Bon, RAS, voilà, c'est une descente, on se repose, on en profite pour manger, pour boire, on essaye de bien prendre ses trajectoires pour pas se vautrer. Tout va bien, j'ai pas vu d'accident notable. Le paysage est beau, donc il faut aussi prendre le temps de lever la tête et de regarder. Puis on arrive dans la troisième et dernière grosse montée, on va dire. Je crois qu'il y a 10-12 km. Bon, c'est un peu moins violent, c'est du 3-4%, mais on arrive quand même là au 110e, au 120e kilomètre. Donc pareil, il faut arriver à se remobiliser. C'est souvent une période un petit peu creuse. En tout cas, sur Deauville, j'avais eu une période un petit peu creuse à ce 110e, 120e kilomètre. Donc pareil, elle passe pas très très bien cette montée, mais à dire on peut se rassurer en se disant qu'après c'est quasiment que de la descente. Et donc faut s'accrocher à cette idée que voilà, une fois qu'on a passé de toute façon le 100, je sais plus, le 130e kilomètre, quelque chose comme ça. Après, c'est quasiment que de la descente pour rentrer. Il y a entre 40 et 50 km de descente à la fin. Euh, donc voilà, faut s'accrocher à ça, faut garder le moral. Et c'est ce que j'avais peut-être un peu perdu à ce moment-là. Je commençais à voir que même si je faisais une très bonne descente, ce qui n'a pas été le cas, je vais y venir. Je commençais à voir que mon temps serait pas celui que j'espérais. Donc pareil, si on prend un petit coup derrière la tête, on se rend compte que on va pas, qu'on est un peu en dehors des objectifs. C'est un parcours qui est assez difficile hein, à timer au niveau des objectifs parce que comme il y a que ces 40 km de descente à la fin, on sait pas trop à l'avance à combien on va pouvoir les descendre, donc on sait pas trop. Enfin, on peut pas avoir une moyenne linéaire évidemment au fur et à mesure de la course, donc c'est assez difficile de définir des temps de passage et je vous invite, si jamais vous le faites et que vous avez vraiment un objectif de temps, à prendre du temps pour évaluer le parcours et évaluer vos différents temps de passage parce que moi c'est vrai que j'étais un petit peu
J'étais un petit peu perdu jusqu'au 110e, 120e pour savoir si j'étais en avance, en retard. J'essayais de faire des petits calculs, si je roule à 50 km/h dans la descente, à 60, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et en fait, c'est vraiment au 130 et 140 où j'ai commencé à me rendre compte que bon, j'allais être en dehors, donc voilà. Petit coup derrière la tête qu'il faut surmonter. Puis on attaque ces fameux 30 km de descente. Alors c'est très beau, mais c'est assez vertigineux. Je dirais, moi qui n'ai plus l'habitude de faire des grandes descentes rapides, euh, notamment parce que j'habite en Île-de-France et puis qu'avec l'âge entre guillemets, j'ai aussi un petit peu plus peur que quand j'avais 16 ou 18 ans et que je faisais du cyclisme. Donc en fait, c'est une descente où j'étais un peu sur la retenue, ce qui est assez frustrant hein, finalement parce que on se dit bon, on va pouvoir récupérer du temps dans la descente. Et puis en fait, quand je regarde sur les 30 km de vraie descente, j'ai une moyenne à 40 km/h, donc c'est vraiment pas énorme. Je me suis fait doubler par pas mal de monde qui descendait soit mieux, ou soit qui était complètement barjot. J'en ai vu réellement, je me suis dit, ouah, j'ai pas non plus envie de mettre bon, sans parler de mettre sa vie en jeu, mais une chute c'est jamais anodin et j'avais pas envie d'aller dans ce niveau de risque-là que j'ai vu certains prendre dans cette descente. Donc voilà, on fait avec. En plus, je commence à avoir des petites douleurs aux épaules, donc j'arrivais pas trop à tenir la position aéro. Les peu de fois où j'arrivais à me mettre en position aéro, j'arrivais pas trop à les tenir. Donc voilà, descente un peu frustrante, et puis on arrive après sur les 15 derniers kilomètres, c'est un cool retour vers Nice. Donc là, bon, j'essaye quand même d'envoyer un petit peu de watts, de remettre de la vitesse, tout en me préparant mentalement pour la suite. Et en fait, la redescente vers Nice, c'est là où j'ai compris qu'on allait arriver un peu dans la fournaise. Parce que finalement, euh, hormis les quelques moments où dans l'école on était en plein soleil et qu'on sentait la chaleur, quand on était sur le plateau, etc., il faisait pas si chaud que ça. Et c'est vraiment en arrivant à Nice que je me suis rendu compte que là, il faisait très très chaud et c'était la fournaise. Donc, euh, donc là, on le sent vraiment. J'essaie de me préparer mentalement pour le marathon, pour la dernière partie. Donc j'arrive tranquillement au parc à vélo. Je finis du coup le vélo en 6h13, donc ça fait 27,5 de moyenne à peu près. Pour un 220 de puissance normalisée, donc finalement j'étais pas très très loin de ma cible à la fin. Cible qui était à nouveau peut-être un peu trop élevée, mais j'étais pas loin de la cible, c'est juste dans la gestion du parcours que du coup qu'un 220 de puissance normalisée rend pas la même chose sur un parcours A ou sur un parcours B. Donc voilà, la T2, je prends le temps, y a pas grand chose à dire, j'y passe 5 ou 6 minutes, de toute façon. J'avais prévu large hein, sur les transitions, je crois que j'avais prévu 15 minutes pour les deux, donc j'étais pas en retard. Je prends le temps de mettre correctement mes chaussures, de mettre mes affaires, de prendre ma nutrition, etc. Et je m'élance. Et assez rapidement, je sens qu'être sous les 5 minutes au kilomètre, ça va être compliqué. Sur le premier kilomètre, j'essaie de me mettre autour des 4,45 et ça passe pas. J'ai les jambes qui suivent pas, j'ai le cœur qui s'emballe. Il fait 32, 33 degrés, je sais plus exactement. Et en fait, au bout de 2 km, littéralement, je prends le mur, quoi. Le fameux mur des 30 km dont on parle d'habitude au marathon, là, je le prends au deuxième. Donc je suis littéralement complètement en surchauffe, hein, capot ouvert. Je sens que ça va pas. Je sens que ça va pas, donc je m'arrête au premier ravito pour m'asperger. Et là je me dis, ouah, ça va être long, ça va être très très long, mais on va pas réfléchir au fait qu'il reste 40 km. On va pas réfléchir à ça tout de suite, au fait qu'il reste 4 tours, parce que c'est 4 tours de 10 km. On va juste aller de ravitaillement en ravitaillement et on va essayer de se rafraîchir. Voilà, le parcours, effectivement, il est facile. C'est 5 km dans un sens, 5 km dans l'autre. Ça constitue un tour. Il y en a 4 à faire.
Tout est en plein soleil, il n'y a absolument pas d'ombre. Euh, donc voilà, je me dis on va aller de ravito en ravito et puis on va voir comment ça se passe. Et puis avec un peu de chance, ça ira mieux au fur et à mesure. Donc pendant 10-15 bornes, je traîne ma peine de ravito en ravito. J'essaye, voilà, mon obsession à ce moment-là, c'est pas de courir vite, mon obsession c'est vraiment de me refroidir. Parce que je me dis, si j'arrive pas à me refroidir, c'est direction Croix-Rouge en fait. À un moment, le corps juste va lâcher, je vais pas être finisher. Ça, dans ma tête, c'était juste pas possible. Donc, voilà, c'était mon obsession, il fallait se rafraîchir absolument. Au 15e kilomètre, ils ont commencé à amener des glaçons sur les ravitaillements. Et ça a vraiment aidé, voilà, de s'en mettre dans la trifonction, d'en mettre sur le visage, d'en mettre dans la casquette. Donc voilà, je mettais dans ma casquette. Le temps que ça mettait quelques centaines de mètres à fondre et ça permettait de se refroidir. Et là, vraiment, je sens que vraiment la température corporelle descend. Donc, en gros, j'arrive à peu près au semi et je me dis, ah bon, ça y est, ça va là. Donc, peut-être pouvoir commencer à courir. Euh, bon, les espoirs ont été rapidement douchés, hein. Je pense que mentalement, enfin, il y avait plus de disponibilité mentale. Ça avait été tellement intense. Je pense entre la fin du vélo, cette descente compliquée à gérer, cette frustration, plus l'impossibilité d'aller vite sur le marathon et cette obsession de se dire je veux pas aller à la Croix-Rouge, je veux pas aller à la Croix-Rouge, il faut absolument que ma température baisse. Bah, mentalement, j'arrivais plus à me réinvestir dans la course. J'étais un peu parti déjà, les objectifs étaient loin. J'étais plus en mode survie. Et en plus, je pense aussi, un petit déficit d'énergie, parce que pendant toute cette période où j'étais obsédé à me refroidir, j'ai pas réellement pensé à mon alimentation. J'arrivais pas trop à manger, évidemment, quand on a trop chaud. Donc j'avais aussi ce problème-là, et il y a qu'à partir du 20e kilomètre que j'ai commencé à remanger des gels. Enfin, des gels, des oranges, enfin un petit peu tout ce qui passait. Euh, et donc je pense que voilà, au semi, j'ai cet espoir de me dire bon bah on va essayer de faire un deuxième semi plus rapide que le premier, mais il y avait plus grand chose dans le moteur pour le faire. Donc bon, je finis comme je peux, mais voilà, toujours en continuant dans la même mentalité, on va faire un ravitaillement après l'autre, 1 kilomètre après l'autre, puis finalement, bah voilà, j'arrive, je finis la troisième boucle, il en reste une. Il y a quand même du monde sur le bord de la route, on va parler des aspects positifs, il y a du monde sur le bord de la route, il y a une très bonne ambiance, il y a de la musique, il y a les copains, il y a ma conjointe sur le bord de la route également, tout le monde est content, là-dessus, tout le monde a chaud, même sur le bord de la route, mais tout le monde est content. Donc voilà, je me lance dans ce dernier tour, et puis bah, voilà, après, au fur et à mesure, l'euphorie commence à monter sur le retour, là, sur les 5 derniers kilomètres. Je crois que je me permets le luxe de skipper un ravito, c'est de ne pas marcher à un ravito et de juste prendre un verre d'eau à la volée, ce qui est réellement un réel luxe dans mon état. Et puis voilà, les 500 derniers mètres, par contre, je les cours à 4,45. Fou comme le corps fonctionne, j'arrive quand même à revenir à 4,45 sur les 500 derniers mètres. Bon, la sensation est magnifique, la finish line est exceptionnelle, et là, il y a vraiment un sentiment d'exultation parce que la performance temporelle n'est pas là. Les sensations étaient vraiment pas terribles, et ça a été vraiment. Donc je finis le marathon en 4h06, donc ça a été vraiment 4h06 vraiment d'enfer, hein, pour moi, ça a été très très long. Je pense que même maintenant, je ne réalise plus à quel point j'ai trouvé ça long. Mais voilà, donc c'est vraiment une exultation, c'est l'arrivée, c'est exceptionnel cette finish line. Évidemment, on te crie dessus que t'es un Ironman, et oui, j'étais content d'arriver au bout, et avec cette chaleur, ça avait un aspect tout particulier. Donc évidemment, voilà, on récupère la médaille, on retrouve les copains, donc il y a le moment un peu de relâchement. C'est un sentiment génial, et ça reste génial malgré la difficulté. Voilà. Même si l'objectif de temps était pas atteint,
mon objectif initial de cet Ironman, c'était de le finir, de revenir sur Ironman après un changement professionnel, de réussir à retrouver une routine d'entraînement qui me permettait de finir un Ironman. Donc ça, cet objectif-là, il était atteint. Si on en regarde, si on en regarde le positif, et puis même, je crois qu'au niveau des classements, c'est pas si abominable que ça. Je pense que tout le monde a bien souffert, et donc bah, bravo à tous les finishers de cette course et même à ceux qui ne l'ont pas fini parce que elle était vraiment compliquée. Donc voilà, j'en garde malgré tout, malgré ce débrief un peu peut-être un peu en demi-teinte, j'en garde évidemment un très beau souvenir. C'est une très très belle course, Nice, il y a des très beaux paysages, c'est très bien organisé, comme j'imagine comme j'imagine tous les Ironman. Cas, il y avait aussi voilà, des bénévoles au top, des bénévoles partout. Donc merci aussi à l'ensemble des bénévoles qui permettent à ces courses d'avoir lieu. C'est important de le mentionner. Donc voilà, j'en garde évidemment un très bon souvenir, sinon je reviendrai pas sur Ironman. Donc maintenant, vous le savez, j'ai d'autres objectifs et des objectifs bien plus ambitieux que de finir en 11h45, 50, je sais plus exactement le temps que je fais sur cette course, c'est relativement anecdotique. Mais voilà, évidemment content de partager tout ça. Si je dois tirer quelques enseignements de cette course, alors je vais pas parler du parcours parce que j'ai déjà parlé du choix du parcours pour choisir un Ironman. Et puis bon, je vais pas non plus parler du temps et de la température. On a tous eu à faire face à ces conditions météorologiques de chaleur et de soleil. Et ça sera la même chose si sur une course on se retrouve en canicule ou qu'on se retrouve à 5 degrés. C'est pour tout le monde pareil. Donc je vais pas revenir là-dessus. Je pense que quelques enseignements qu'on peut tirer, c'est sur le vélo, c'est important de faire du long. Je pense que je m'étais pas assez entraîné sur des longues sorties. Je pense que c'est important de s'entraîner à maintenir la position aérodynamique longtemps, d'éviter je sais pas si c'est un crash énergétique ou une espèce de lassitude au bout de 100-120 km où on n'a plus trop envie. Et en fait, c'est le moment où voilà, à 100-120 km, faut arriver à en remettre un coup, il faut arriver à se remobiliser, il faut arriver à toujours être concentré. Et donc voilà, je pense qu'en faisant plus de sorties longues, ça pourra se résoudre. Gérer un petit peu mieux le dénivelé, voilà, pas forcément faire aux sensations et se sentir pousser des ailes et forcer un petit peu trop lorsque ça va et après s'écrouler par la suite. Voilà, je pense que pour ma prochaine course, je vais étudier autant que je peux, parce que c'est très compliqué d'étudier sans connaître exactement le parcours, confère la première côte que je pensais être 6 km à 3%, et en fait c'était des escaliers. Voilà, mais je pense que c'est important de bien gérer ce dénivelé pour pas avoir de surprise le jour J, et puis pour savoir comment réagir dans le dénivelé et faire ses choix en connaissance de cause et avoir un plan finalement pour affronter ce dénivelé. Euh, Côté natation, dans les enseignements à récupérer, la combinaison. Alors, c'est pas parce qu'elle est pas interdite qu'elle est obligatoire. Vraiment, ce coup de chaud que j'ai ressenti à la sortie, je pense qu'il aurait pu être évité en nageant sans combi. J'ai jamais, à titre personnel, ressenti. Voilà, je gagne pas, j'ai jamais gagné 10 secondes au 100 mètres en mettant la combi par rapport à quand je la mets pas. Euh, donc un jour, il faudra que j'essaye de nager les 3008 sans et voir ce que ça donne. En tout cas, là, je pense que j'aurais pu m'en passer et que certains autres athlètes auraient pu s'en passer et que ça leur aurait pas fait de mal pour leur température corporelle. Côté natation, je retiens aussi qu'il faut s'investir dans sa natation. Je pense que c'est assez facile de se laisser un peu aller en natation, juste voilà, de nager en endurance fondamentale, là où je pense que c'est important de s'investir, surtout si, comme moi, on nage en deux temps.
voilà, à un moment, il faut que ça force dans les bras, quoi. Faut pas juste être là en train de tourner les bras et avancer. Euh, donc voilà, ça nécessite vraiment faut avoir confiance en sa capacité de finir ces 3800 mètres pour pouvoir se dire, je peux finir ces 3800 mètres. Ça, je le sais, pas de problème. Il faut que je les finisse le plus rapidement possible. Voilà, c'est ça que j'avais pas dans ma tête. Moi, il faut finir ces 3800 mètres et j'avais pas assez, il faut finir ces 3800 mètres en le moins de temps possible. Donc, euh, donc aussi un autre enseignement à prendre pour mes prochaines courses. Voilà. Et peut-être qu'un jour, je vais arriver sur une course et je vais trop donner en natation et je vais me rendre compte que ça m'a cramé pour la suite. Mais voilà, il faut que je fasse cette expérience de vraiment m'investir dans ma nage. Mais ça vient aussi avec l'expérience et l'entraînement et l'assiduité à l'entraînement. Voilà, ça fait 4 enseignements, je pense que c'est pas mal. J'ai absolument aucun enseignement à tirer de la course à pied puisque elle a été catastrophique du début à la fin. J'ai ni couru, enfin je peux rien dire, je peux rien dire dessus, à part que bah, si je gère mieux mon vélo, normalement je devrais mieux courir, faut que je fasse attention à la température corporelle, mais c'est à nouveau, on peut pas trop grand chose aux conditions qui étaient celles du jour. Donc voilà, pas réellement d'enseignement sur la course à pied, ça sera pour un prochain débrief. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous en tirerez des astuces ou vous en tirez des bonnes choses, on va dire, pour les courses que vous préparez ou si vous préparez l'Ironman de Nice l'année prochaine. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien de votre famille, profitez bien de la coupure hivernale si vous en faites une. Je vous souhaite du coup beaucoup de bonheur sur ces jours particuliers. Et puis on se retrouve dans une semaine, on sera en 2024. À bientôt.